Rien n'est impossible, telle est sa croyance. Avec le temps, Ida Makanda a réussi à construire une carrière qui force aujourd'hui le respect. Discipline, détermination et soif d'apprentissage ont été des éléments moteurs qui l'ont aidée à se hisser au sommet. Juriste, formatrice, magistrate vacataire, avec à son actif un bac+8, elle a occupé des postes à responsabilité dans de grands groupes avant de créer ICM Legal Consulting, une boîte dans laquelle elle propose entre autres des solutions juridiques aux entreprises. Citée parmi les plus grands médias à l'instar de Forbes, son expertise est reconnue en France, ce qui lui a d'ailleurs valu plusieurs récompenses et distinctions, parmi lesquelles le trophée de la femme extraordinaire dans la catégorie inspiration professionnelle. Alors merci beaucoup Ida d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, ma vie. Alors, on vous compte aujourd'hui parmi des experts, les experts chevronnés du droit et des RH. Mais de base, vous êtes historienne. Alors, dites-nous comment vous êtes passée de l'histoire au droit et au RH. Oui, c'est vrai que mon parcours est atypique et c'est vrai que j'aime le préciser à chaque fois parce que ça fait partie de moi, de mon parcours et de ma trajectoire. Donc je suis historienne de formation parce que je suis une passionnée de l'histoire, même si aujourd'hui l'histoire a été supplantée par le droit, mais je reste une passionnée de l'histoire et j'ai fait mes études supérieures universitaires au niveau de l'histoire des colonisations et des décolonisations plus particulièrement. D'accord. Alors votre parcours est plutôt atypique, vous l'avez dit, et c'est enceinte de 7 mois, à l'âge de 37 ans, que vous reprenez vos études. Parlez-nous-en. Oui, tout à fait. En fait, dans le cadre de mon parcours, c'est vrai que moi, j'ai débuté au niveau des études d'histoire. J'ai souhaité être professeur d'histoire et puis la vie et les opportunités ont fait que j'ai basculé dans le droit et je me suis formée, mais en autodidacte. J'ai toujours été une férue de l'apprentissage et le droit était effectivement une matière qui était quand même assez complexe pour l'appréhender de manière opérationnelle. Et dans ce cadre, même si j'ai eu des formations dans mes entreprises, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai souhaité reprendre mes études pour parfaire la théorie au niveau du droit et au niveau justement des notions juridiques à appréhender dans le cadre de ma pratique. D'accord, très bien. Alors au total, vous avez un bac+8. Oui. Expliquez-nous. Oui, alors c'est vrai que j'adore apprendre, j'adore étudier, j'adore comprendre aussi ce qui se passe au travers de cette opérationnalité. Je suis une femme de terrain et j'aime bien aussi reprendre un petit peu cette notion de cette théorie au niveau des bancs de l'université. Et un bac+8, c'est vrai que c'est impressionnant, mais ce n'a pas été ça n'a pas été un cycle qui a été continu. C'est un bac+8, mais discontinu. Et puis, j'ai repris mes études justement à l'âge de 37 ans. Donc, c'était en 2019. Donc, du coup, j'ai été dans cette envie de toujours parfaire ma pratique et ce terrain qui me passionne. Être sur le terrain, c'est vraiment une passion et j'ai voulu en fait allier les deux. J'ai voulu allier les deux. Alors, un bac+8, concrètement, ça donne quoi? Combien de masters? Alors, j'ai 4 masters. Ouais, j'ai 4 masters, donc 2 masters en histoire et 2 masters en droit. D'accord. Et pourquoi tous ces diplômes en fait? Alors, en fait, c'est pas une histoire de diplôme, c'est vraiment une sensibilité que j'ai pour les études, pour la connaissance, pour justement ancrer cette théorie dans la pratique, pour mieux parfaire en fait ma pratique. Et c'est vrai que, donc comme je vous l'ai dit, à l'initial, moi j'étais une historienne de formation et j'étais vouée à être professeure d'histoire. Et dans le droit, effectivement, j'ai souhaité en fait renforcer des
connaissances que j'ai acquises au travers de mes formations qui ont été dispensées au sein de l'entreprise. Et il est vrai que un bac+8, ça peut être, oui, être impressionnant, mais en tout cas, ça m'aide aujourd'hui, ça m'aide dans ma réflexion, ça m'aide dans la rigueur à apporter dans mes accompagnements. Cela m'aide aussi dans cette transposition entre l'histoire et le droit, parce que il y a dans ces deux matières une rigueur scientifique. Il y a dans ces deux matières une volonté aussi d'une expertise et surtout une recherche dans les sources. Donc c'est vraiment un exercice de style qui, moi, me ravit et qui ne m'a pas du tout été dans une contrainte jusqu'à présent. Est-ce que c'est important pour une femme d'avoir autant étudié? Alors, important, je dirais, cela dépend en fait du mindset de la personne. Moi, c'est vrai que ça a été mon mindset d'étudier, d'être dans cette éducation, et j'ai baigné dans cette envie de toujours être dans l'excellence. Et être dans l'excellence, c'est aussi, pour moi, à mon sens, au travers des études. Et d'ailleurs, Nelson Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse exister pour changer le monde. Donc, être éduqué, être dans la connaissance, c'est très important pour s'élever et exceller dans ce qu'on veut faire. Vous avez dit que c'était impressionnant, un bac+8, et ça peut faire peur aux hommes aussi. D'ailleurs, certains hommes ont peur des femmes surdiplômées. Alors, je dirais que ce ne sont pas des hommes pour moi, ce sont des omelettes, on va dire. Un homme, un vrai, justement, n'a pas peur d'une femme qui, non seulement est férue d'une éducation et n'a pas peur d'une femme qui est lettrée. Un vrai homme, justement, serait fier d'avoir à ses côtés une femme qui peut aussi être dans cette excellence et qui peut donc avec le parcours de cet homme, s'élever mutuellement. Et je pense que c'est très important de ne pas justement avoir peur d'une femme qui est lettrée, d'une femme qui sait ce qu'elle veut, mais au contraire, pouvoir se dire que c'est une femme de valeur et c'est une femme qui peut tout aussi lui apporter. Merci beaucoup pour ce discours, madame. Je vous en prie, ma vie. Alors, en tout cas, vos diplômes et votre expérience professionnelle vous ont donc donné des compétences et de la crédibilité. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'ICM Legal Consulting. Qu'est-ce que c'est ? Oui, ICM Legal Consulting, c'est un cabinet de consulting RH, un organisme de formation certifié Calliope, donc gage de qualité des actions de formation dispensées. Et depuis 2023 maintenant que ICM Legal Consulting a été fondé dans un esprit de sensibilisation, de prévention et surtout de formation sur le droit. Parce que pour moi, je le dis, je ne cesse de le répéter, le droit est un super pouvoir. Et dans ce cadre, il faut que les gens puissent se saisir de la question juridique. Je le répète, à chaque fois, connaître le droit, c'est connaître avant tout ses droits. Vos droits. Et dans le cadre de ICM Legal Consulting, les formations que je dispense sont vraiment dans ce prisme de la connaissance du droit, de cette application du droit et surtout pour sécuriser tout projet personnel ou professionnel. C'est important d'avoir le droit en tête. Et vous proposez donc aux TPE, très petites entreprises, et PME, petites moyennes entreprises, un accompagnement RH et information juridique, audit, RH, prévention des risques professionnels et formation. Ce sont là des points essentiels au bon fonctionnement d'une entreprise. Le droit, par exemple, c'est un sujet assez complexe. Et beaucoup ont peur de ce sujet, justement. Mais vous le rendez plus simple. Oui. Avec quelle méthode ? Je le vulgarise justement par un accès au droit facile, par des actions de sensibilisation, comme je l'ai dit, par des actions de formation, mais opérationnelles. C'est-à-dire que l'entreprise rencontre une problématique et on rentre dans cette problématique et on anticipe dans le cadre de cette problématique. Et c'est vrai que beaucoup trop d'entrepreneurs découvrent le droit quand il y a des litiges. Ils découvrent le droit quand il y a des contentieux. Et en tant que magistrate vacataire, puisque je siège en tant que magistrate vacataire au Conseil des prud'hommes, je vois tous les jours des litiges qui peuvent être évités entre employeurs et salariés. Et c'est important, justement, de pouvoir ne pas méconnaître le droit, ne pas ignorer le droit, mais de plutôt être formé sur le droit. Après, l'idée, c'est pas de faire des juristes, c'est pas de devenir un professionnel du droit, mais c'est plutôt d'anticiper des risques juridiques et surtout d'avoir des réflexes. Alors, quelle est votre vision du droit en général ?
La vision du droit, c'est pour moi un levier stratégique dans une entreprise. C'est un bouclier qui permet à la fois de protéger, de sécuriser et de défendre ses intérêts. Mm. Et c'est important de pouvoir l'avoir en tête parce que bien souvent, des entrepreneurs viennent me voir par rapport à un site internet qu'ils ont fait. Donc, ils souhaitent être accompagnés dans la création de leur entreprise. Par contre, quand ils me montrent leur site internet, je leur demande, mais qu'en est-il des conditions générales de vente ? Qu'en est-il des mentions légales ? Qu'en est-il de la politique de traitement des données personnelles ? Et là, bug. Et c'est vrai que j'aimerais qu'aujourd'hui, les entrepreneurs puissent mettre le droit au prisme de tout projet. Et ça, c'est important. Cela évite des litiges, cela évite des conflits et surtout, cela évite éventuellement de verser des dommages et intérêts. Donc, si je vous comprends bien, on devrait plutôt percevoir le droit, non pas comme un outil de sanction, mais plutôt de prévention, d'anticipation. Anticipation, totalement. C'est un outil de prévention, d'anticipation et un levier stratégique, mais également de crédibilité. Quand vous apportez des contrats qui sont clairement rédigés, qui sont structurés, quand vous avez un site Internet qui contient des conditions générales de vente, eh bien déjà cela affiche une certaine confiance que le consommateur pourrait avoir envers vous. Cela démontre aussi une légitimité, une autorité dans votre domaine et bien sûr cette crédibilité, ce que j'appelle les 3 C, crédibilité, autorité et légitimité. Le droit vous apporte ces 3 notions. Alors, une autre casquette que vous portez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes magistrate vacataire auprès du Conseil des prud'hommes, c'est ça? Exactement. Alors, vous faites quoi exactement? Alors, en fait, je rends la justice aux justiciables. Cela veut dire que je tranche les litiges entre employeurs et salariés. Et ces litiges peuvent être évités. À chaque fois, quand je suis là à mener en fait cette interprétation des textes de loi et surtout à trancher le litige, bien souvent, c'est par méconnaissance et par ignorance des textes, par ignorance ou par méconnaissance. Donc, encore une fois, je le redis, le droit est un super pouvoir. Donc, vous intervenez auprès des entreprises ici en France et est-ce que l'Afrique vous intéresse? Bien sûr, j'ai mené des masterclass envers justement cette Afrique que je chéris. J'ai des liens avec des entrepreneurs africains. J'ai, il y a 2 ans, mené une masterclass avec donc un entrepreneur du Burkina Faso. J'ai également récemment aussi mené une masterclass avec un entrepreneur du Bénin. Mais au niveau de cette attractivité du continent, on est, je vous le rappelle, dans un continent qui est dynamique en termes de jeunesse, en termes d'attractivité. Et il est vrai qu'il y a des concordances qui se font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette envie de pouvoir aller plus loin que faire des masterclass en ligne en lien avec des entrepreneurs issus du continent africain. Cette envie, c'est vraiment de pouvoir installer une multiplicité de ICM Legal Consulting sur le continent pour accompagner, pour former, pour orienter aussi cette jeunesse afin d'être dans une crédibilité, dans une autorité et surtout pour les amener vers l'excellence. L'excellence que je traduis également par la communication d'influence, puisque c'est aussi une autre activité que je déploie au sein de ICM Legal Consulting. Alors, Enda, au-delà du business, vous êtes une formatrice engagée et vous intervenez auprès des associations de votre ville et vous coachez les femmes entrepreneurs et jeunes issus des quartiers prioritaires. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je leur dis, c'est que rien n'est impossible. The sky is the limit. Et il faut pouvoir croire en ses rêves. Croyez en vos rêves, c'est ce que disait Martin Luther King. Donc il faut pouvoir justement mettre tout en cheminement cet objectif de pouvoir réaliser ses rêves. Et je leur dis aussi d'oser. Il faut oser. Il faut être audacieux. Parce que, en tout cas, avec l'audace, on arrive justement à déclencher des opportunités. Et surtout, croire en soi. Ça, c'est la base de tout. Il faut croire en soi, il faut croire en son potentiel, il faut croire en son capital humain et il faut y aller, il faut foncer. Le plafond de verre, il existe, on est d'accord. Alors, comment le briser? Le plafond de verre existe, effectivement, mais encore une fois, tout part de nous. Oui.
tout part de nous, tout part de notre croyance envers nous, tout part de cette estime de soi que l'on a pour nous. Moi, c'est vrai que j'ai eu une enfance qui a été une enfance chérie par mes frères, mes sœurs, par ma mère, qui à chaque fois m'incitait à toujours croire en moi, à toujours donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce que je dis aujourd'hui à mes enfants, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes apprenants et à mes étudiants. Mhm. Alors, on a bien compris, hein, votre discours repose sur la connaissance, l'éducation, l'excellence et peut-être même justement l'audace. L'audace. Ouais, et une forme d'exigence aussi. Je suis très exigeante envers moi-même et c'est vrai que l'exigence et l'excellence, pour moi, font qu'un. Ce sont deux notions, mais qui font qu'un parce que il faut pouvoir se donner des chemins et surtout des objectifs dans la vie. Donc c'est vrai que, en tout cas, la croyance en soi, la confiance en soi est très importante. Et ça, je le dis, je le répète, hein, tout part de là, vraiment. Alors, vous dispensez aussi des cours dans l'enseignement supérieur, dans les grandes écoles, à la fac, fait. etc. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui n'arrivent pas à trouver justement un emploi? Alors, ce que je leur dis, c'est déjà de voir comment ils se présentent, comment ils se voient, comment ils parlent, parce que l'éloquence compte beaucoup hein, dans le monde d'aujourd'hui, comment effectivement ils arrivent à pouvoir se différencier, parce que on est dans un monde concurrentiel de toutes parts, et il faut aussi arriver à se différencier parmi tous les candidats qui peuvent postuler sur justement une offre d'emploi. Donc je regarde leur profil LinkedIn, je regarde leur CV, je regarde les lettres de motivation qui ont été envoyées. En tout cas, je fais un tour complet de ce qu'ils ont pu mettre en place et comment justement on peut arriver à aller vers cette excellence pour se différencier et déclencher des opportunités. Avec vous, c'est du concret. Est-ce que y a des étudiants justement arrivent à trouver un emploi justement après votre intervention? Je vous invite à regarder mon profil LinkedIn. J'ai des recommandations qui pleuvent justement de mes étudiants et de mes anciens étudiants. Tout est dit dans le cadre de ces commentaires. Après une intervention que j'ai pu faire, après des conseils que j'ai pu leur donner, après aussi une écoute active qu'ils ont pu avoir de ma part. C'est vrai que je suis comme dans le cadre du credo de ICM Legal Consulting, hein, investir sur l'humain. J'investis beaucoup sur l'humain. Je suis vraiment dans cette écoute active et c'est pour moi vraiment une envie de pouvoir les aider et de pouvoir les amener à réussir dans le cadre de leur projet. Donc, la plupart, je dirais, trouvent un emploi. La plupart trouvent un emploi et quand on n'arrive pas justement à déclencher ne serait-ce qu'un entretien, eh bien, j'ai d'autres méthodes, j'ai d'autres stratégies. Et ces stratégies, effectivement, fonctionnent davantage, mais il faut pouvoir me suivre pour découvrir ces stratégies. En tout cas, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, c'est noté. Et on ira surtout vérifier votre profil à LinkedIn pour voir s'il y a bien des recommandations de ces personnes qui ont réussi à sortir du chômage après votre coaching. Oui, sur LinkedIn, des avis Google également, en tapant ICM Legal Consulting sur Google. Vous verrez, j'ai plus de 60 avis qui permettent en tout cas de voir l'impact qui est créé et de voir les bénéfices de cette transformation que j'apporte auprès de mes clients. Donc, Ida, on l'a bien compris, hein, vous aimez bien voir les autres évoluer. Qu'est-ce que ça vous procure de voir les autres avancer? Une satisfaction, le fait de pouvoir me dire j'ai pu contribuer à cette élévation, j'ai pu contribuer à cette réussite. Moi, ça me nourrit, ça me satisfait, ça me ravit et c'est vrai que c'est vraiment mon chemin de vie, c'est ma mission de vie. Et votre expertise est aujourd'hui reconnue en France, ce qui vous a valu plusieurs distinctions et plusieurs récompenses, parmi lesquelles le trophée de la femme extraordinaire dans la catégorie inspiration professionnelle. Alors, comment vous accueillez toutes ces récompenses-là?
Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une reconnaissance, c'est une fierté, c'est effectivement de la gratitude par rapport à ce que j'ai pu mener comme engagement, comme action depuis 2023. Hein. Encore une fois, hein, je suis ce qu'on peut appeler une baby preneur. Je suis encore à l'atermoiement hein, de cet entrepreneuriat. Mais dans le cadre de ces 3 ans, bah, j'ai pu démontrer que j'étais effectivement une femme engagée, une femme de terrain, une femme qui est auprès de ses clients et qui prône des valeurs de confiance, de respect, des valeurs d'excellence. Et par rapport à ces prix, par rapport à ces distinctions, eh bien, c'est vrai que cela consolide tout ce chemin accompli et cela me permet d'aller encore plus loin et de viser encore plus loin. Quelle éloquence, Ida. Alors, vous faites également hein, l'objet d'articles de nos confrères BFM TV, Forbes. Quand vous regardez votre parcours dans le rétroviseur de votre vie, qu'est-ce que vous vous dites au final? Alors je me dis que c'est effectivement une reconnaissance du travail engagé, mais je ne m'arrête pas à cela. Je ne m'arrête pas à cela parce que j'ai d'autres projets. On en a parlé pour l'Afrique, j'ai d'autres objectifs à atteindre. Mais il est vrai que il faut aussi s'arrêter et puis contempler ce chemin et cette trajectoire. Et je m'arrête, je célèbre et je me dis oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est vraiment gratifiant, mais je ne me repose pas là-dessus. Il est vrai que moi, j'enseigne le personal branding, j'enseigne le storytelling, j'enseigne le leadership. Et pour l'enseigner, bah, il faut aussi l'incarner. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'ensemble de ces distinctions, de ces prix, je pense incarner et je crois incarner ce leadership. Un dernier mot pour la fin? En tout cas, des remerciements pour cette invitation, ma vie, des remerciements pour cet exposé de mon activité. Et puis, je vous remercie pour justement cette invitation qui me va droit au cœur. Merci beaucoup à vous. Hein. Et puis, dans Résilience, on a à cœur justement de partager ce genre de parcours d'excellence qui redonne de l'espoir et qui surtout permettent aux jeunes Africains d'avoir des modèles de réussite et d'aller de l'avant tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de Résilience. Nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Yaoundé.